Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Alors ici, c'est Léa qui vous parle depuis Genève. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécial pour ce dernier épisode de la saison 4. Thierry Lemoine est entrepreneur et entreteneur de mots, responsable en ressources humaines et poète et engagé dans l'économie du don. Mais avant de donner la parole à notre invité, l'équipe de Sagesse et Morito vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Oui, on vous remercie pour votre fidélité au fil des épisodes et des saisons, à la recherche du sens au-delà des apparences. Alors si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et votre appli préférée. Oui, parce que c'est comme ça que vous soutiendrez au mieux le podcast. Bon allez, je ferme la page de pub et on lance le générique. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Changer de vie, on en a tous rêvé, elle a osé. Ça, c'est le sous-titre de Mange Prix M, le livre de Elizabeth Gilbert, que certains d'entre vous connaîtront peut-être par son adaptation cinématographique avec la superbe Julia Roberts. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà rêvé de changer de vie pour tout plaquer et recommencer ailleurs, peut-être pour se trouver ou se retrouver soi-même? Et alors Thierry, notre super invité du jour, j'ai l'impression qu'on pourrait appliquer ce sous-titre. Changer de vie, on en a tous rêvé, il a osé. Alors, avant d'aller un petit peu plus en détail dans ce fameux changement de vie radical auquel je fais allusion, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices? Eh bien oui, je le peux, et donc avec plaisir vous donner quelques points de repère. Déjà sur le plan familial, je suis papa de 4 enfants, je suis localisé dans la région centre, Val-de-Loire, à Blois exactement. Et côté professionnel, j'ai eu un premier changement de vie il y a 20 ans tout juste, quand je suis passé du statut salarié au statut d'entrepreneur. Donc ma fonction et mon métier, c'était d'être dans le domaine des ressources humaines. Et il y a 20 ans, j'avais eu une intuition, c'est de pouvoir développer une activité de DRH à temps partagé qui n'existait pas vraiment sur le marché à l'époque, donc apporter mes services pour des PME. Donc ça a été un premier changement de vie important et radical. Et puis au fur et à mesure, c'est invité à moi tout plein d'élan créateurs qui m'ont fait mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux dans le domaine des ressources humaines et notamment de collectifs autour de problématiques RH sur un territoire donné. Voilà, ça a été mon démarrage en tout cas et cette découverte de toutes les capacités qu'on peut avoir à créer sa propre vie. Alors c'est marrant, je pense que pour les auditeurs, auditrices qui te découvrent, là, on peut se faire une image mentale de qui tu es. Peut-être, je sais pas moi, un cadre en cravate, dans ses bureaux. Peut-être qu'on a du mal à imaginer que derrière tout ce que tu viens de nous présenter comme introduction, il y a aussi un poète qui joue avec les mots et qui divise aussi son activité professionnelle avec une activité artistique qui vient aussi englober toute la sphère finalement de ta vie et on va pouvoir en parler un tout petit peu plus. Pour les personnes qui suivent l'actualité par rapport au Bataclan, en ce moment, on est en plein dans le procès du Bataclan qui dure en fait depuis le 8 septembre dernier et que les médias qualifient de procès fleuve parce que c'est un énorme procès. Et toi, Thierry, en fait, ces attentats de novembre 2015, ils ont fait office de déclic dans ta carrière, dans ta manière d'aborder la vie. Et ça a été un petit peu le début d'un changement de vie radical. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, alors les événements du Bataclan, donc 13 novembre 2015, c'était pour moi une date assez significative. Je ne sais pas expliquer comment les choses se sont passées. La seule façon de vous le décrire, c'est de parler comme s'il y avait eu un tremblement de terre dans mon cœur, comme s'il y avait des plaques de mouvements tectoniques ou des plaques de goudron qui seraient soulevées et qui finalement auraient laissé jaillir quelque chose d'assez surprenant de cette faille, de cette blessure ouverte. Il y a quelque chose qui est né, qui est la poésie, mais qui a été surprenant, je dis, parce que je n'ai jamais été véritablement poète, j'ai jamais véritablement écrit avant, en tout cas, ces événements. Mais
le Bataclan était pour moi en fait une espèce de détonateur pour me faire prendre conscience que peut-être que la grande bascule, comme je l'appelle, de l'humanité, elle aura peut-être lieu un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé et peut-être pas du bon côté de la force. Je dis souvent, c'est-à-dire en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de il faut imaginer que le monde dans lequel on va vivre, on puisse apporter un peu plus d'amour encore que ce qu'il en a eu jusqu'à maintenant. En tout Mmh. cas, pour moi, ces événements-là ont été marquants. Je l'ai vécu comme, je le précise, je l'ai vécu comme tout citoyen normal, enfin lambda. J'étais pas spécialement dans l'enceinte du Bataclan ou à proximité ou avec quelqu'un qui m'était cher, qui était concerné directement. Mais en tant que citoyen, j'ai juste vu qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une bascule qui s'opérait et avec une volonté d'y contribuer. Donc, dans ces jours qui ont suivi les événements du Bataclan, il y a eu comme une claque, une interpellation très forte à l'intérieur de moi qui était de dire arrête de faire semblant d'aimer. Parce que même si tout mon métier de RH, j'ai pu mettre beaucoup de cœur dans tout ce que je faisais, j'ai pu mettre l'humain vraiment au cœur de ma pratique entrepreneuriale et dans l'accompagnement que j'avais des individus ou des entreprises. En même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de le costume est trop étriqué pour que toute la tendresse que je pouvais avoir ou tout l'amour que je pouvais avoir pour les hommes puisse s'exprimer dans ce métier-là. Donc il y a quelque chose de cet ordre de arrête de faire semblant d'aimer, ça c'était l'interpellation. Et puis une invitation, et là je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'est formulé, c'est presque écrit dans mon cœur comme ça, c'est de déverser de la tendresse avec les mots sur le monde. Voilà, et déverser de la tendresse avec les mots sur le monde. J'ai accueilli ça comme étant une espèce de chemin à suivre, d'invitation en tout cas que j'ai prise au sérieux et qui m'a ensuite mis sur la route de l'écriture et plus tard de la poésie, mais ça s'est fait un peu plus tard. Mmh. Tendresse, c'est un mot qui revient beaucoup quand, tu parles de ta Mmh. propre expérience. Ça me Mmh fait mh. penser à cette, fameuse, chanson de Bourvil. «On peut vivre Mmh. sans richesse, presque sans le sou, mais vivre sans tendresse, non, on ne le pourrait pas». Alors comment est-ce que tu utilises l'écriture pour partager cette tendresse? Ça peut être vu parfois l'écriture comme quelque chose d'assez solitaire finalement. On est, dans son bureau ou dans sa petite bulle et puis on joue avec les mots, on explore les sonorités, mais comment est-ce que toi tu vois ça comme un partage et comment est-ce que tu vois ça comme une manière d'aimer plus? Mmh mh. Hem, peut-être, c'est pas très chronologique, mais et c'est pas grave. Du coup, je vais répondre par rapport à ma première expérience d'écriture de la première œuvre qui est devenue, Dialogue avec le printemps, qui est donc, la première publication que j'ai pu réaliser. Dans Dialogue avec le printemps, le synopsis est très simple, hein, c'est le printemps qui parle aux bourgeons que nous sommes, que nous croyons être, nous les êtres humains, et qui nous dit c'est chouette la vie de bourgeon, mais il y a un truc qui est encore plus chouette, c'est de devenir une fleur. Et donc c'est toute une invitation remplie de tendresse de la part du printemps pour frapper à la porte du bourgeon pour lui dire de désapprendre tout ce qu'il a bien appris en tant que bourgeon pour pouvoir devenir une fleur. Il y a un autre chemin, qu'un chemin plus intérieur à prendre. Et dans cette écriture-là, je raconte pour la petite anecdote, en fait, j'avais imaginé faire quelque chose de complètement différent. J'avais créé tout un scénario un peu plus un roman initiatique, un peu comme Paulo Coelho peut le faire. Donc avec des personnages, une intrigue, un suspense, un dénouement, enfin voilà quelque chose d'assez élaboré. Où je m'étais fait plaisir avec plein de belles choses à raconter. Et puis le jour où je suis descendu à ma table pour commencer à écrire le scénario que j'avais préparé, j'ai entendu une petite voix qui me dit c'est chouette tout ça, mais tu laisses tomber et va plutôt sur autre chose de plus épuré, de plus simple, de plus dépouillé. Et cette autre chose, c'est ce synopsis là que je vous ai résumé, vous voyez, en une phrase, le dialogue avec le printemps, enfin le printemps qui nous invite à devenir une fleur. Et en fait, le fait de n'avoir aucun scénario autre que celui-ci pour pouvoir écrire les textes que j'ai écrits, ça a été pour moi l'invitation qui a été de pouvoir donner du prolongement de toute la tendresse que j'avais dans le cœur, dans les échanges que je peux avoir avec un enfant, un ami, un parent, dans le milieu professionnel, des gens que j'accompagne, etc. Il y a un moment où, en fait, dans mon cœur, c'est comme si
il y avait un réservoir de tendresse qui pouvait pas complètement se dire avec des mots quand je suis avec les personnes en question, ou alors il se l'est dit sur le moment instantané, mais c'est comme s'il y avait encore encore beaucoup de choses qui venaient derrière. Et il y a peut-être quelque chose comme les trois quarts des textes que j'ai écrits dans Dialogue avec le printemps qui sont directement rattachés à des échanges que j'ai pu avoir dans la vraie vie et une sorte de prolongement de tendresse pour aller encore au-delà de ce que j'avais pu transmettre. Voilà, donc cette tendresse, pour répondre à ta question, Léa, cette tendresse, c'est une espèce ouais, de réservoir qui est là, qui remplit mon cœur, que je donne à voir et que je mets en mots et en actes quand je suis dans la vraie vie. Et comme il en reste encore un peu après, je le donne en prolongement dans ces textes-là. Mmh. Merci beaucoup. Tu parles de grande bascule quand tu as appris ce qui s'était passé le 13 et 15 novembre 2015, ces attentats qui justement ont fait énormément parler d'eux pour leur horreur et qui continuent de faire parler d'eux alors qu'on est dans ce procès. J'ai l'impression que ce que tu expliques sur cette uppercut que ça t'a causé et qui t'a fait remettre en cause tout un tas de choses et qui t'a donné envie justement de changer de vie, d'écrire et d'aimer. C'est aussi des discours que j'ai beaucoup entendus suite au début de la pandémie de la Covid-19. C'est aussi le genre de discours qu'on peut avoir quand on discute comme ça de la guerre en Ukraine et comment comprendre tous ces traumatismes de société qui nous font nous dire mais en fait il faut qu'on trouve du sens, il faut qu'on puisse faire face à l'absurde, au difficile et peut-être que notre part, elle est toute petite, mais au moins, on fait notre part. C'est un petit peu comme ça que tu le vis? Oui. Je le rattache aussi, le terme de grande bascule, je le rattache aussi à cette perception qui est la mienne, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Quand je dis nous, c'est à l'échelle de l'humanité. Nous sommes à une forme de croisée de chemin où nous avons effectivement un peu un choix, soit d'aller vers la mort ou vers la vie, si je reprends des termes un peu bibliques. C'est à quelque chose qui est de l'ordre de tout est possible aujourd'hui. Et moi, ce à quoi je crois, c'est que nous sommes devant un printemps de l'humanité. Si d'ailleurs le titre que j'ai donné à mon premier recueil s'intitule Dialogue avec le printemps, au départ le titre c'était le printemps de l'homme, c'était ça que j'avais en tête, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sève incandescente qui bouillonne dans tous les corps sociaux, dans tous les milieux. En tout cas moi depuis 2012, qui était une époque aussi assez charnière pour moi, professionnellement et familialement, je me suis ouvert à plein de domaines dans la vie civile, citoyenne et professionnelle, et j'ai vu une espèce d'éclosion d'initiatives portées par des hommes et des femmes qui ont juste envie d'aller au bout de leurs convictions, qui s'affranchissent de tous les modèles contraignants ou les peurs et qui mettent en œuvre un certain nombre de choses. Et donc voilà, j'ai cette impression-là qu'il y a un printemps qui nous attend pour l'humanité, qu'il y a un réveil de force qui se met en œuvre et que finalement nous sommes à cette croisée des chemins dans laquelle chacun peut contribuer effectivement. Voilà, c'est une vraie conviction pour moi. Alors, tu parles de belles initiatives, de beaux projets, de confiance. Pour les auditeurs que ça inspire, laissez-vous inspirer. Pour ceux qui se disent, mais en fait, de quoi il parle concrètement? Ne vous inquiétez pas. Thierry va pouvoir un petit peu plus nous dérouler le fil de ses expériences et de ses rencontres associatives, humaines, etc. Pour ceux qui le savent pas, je vous l'apprends. Pour ceux qui le savent, je le répète. Sagesse et Morito, c'est un podcast produit par Imago.dei. Et Imago.dei, c'est un média et un réseau pour les actifs qui veulent réenchanter leur quotidien. Il y a plein de manières de réenchanter son quotidien. Mais avec Sagesse et Morito, on essaye de le faire en cherchant de l'inspiration dans la sagesse biblique et dans la personne de Jésus. Et d'ailleurs, Thierry, toi, tu as parlé aussi de chercher une inspiration dans les mots bibliques. Donc, peut-être que ton réenchantement personnel du quotidien, tu le fais aussi avec la spiritualité, mais comme ça, de but en blanc. Toi, comment est-ce que tu réenchantes ton quotidien? Je ne sais pas trop répondre à la question, si ce n'est de dire que l'enchantement il est déjà là. En fait, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir se relier à ce qui est beau et ce qui est déjà beau et ce qui est déjà accompli.
Et ça rejoint peut-être, ce que je définis comme étant, être poète. Je dis souvent que, être poète, ce n'est pas faire des jolis mots ou des beaux mots, mais c'est d'être relié au beau et de pouvoir, le mettre en mots. Et je crois qu'en fait, la poésie, c'est d'abord une question de regard et la question du réenchantement ou de l'enchantement de la vie. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de réenchanter ou d'enchanter la vie. Je crois que la vie est déjà enchanteresse. C'est juste que notre façon de poser regard sur la vie et poser regard sur chacun de nos événements, bah, c'est juste à cet endroit-là que nous avons, nous, notre part de responsabilité et que ce que nous regardons, c'est ce qu'on fait exister. Voilà, il y a cette loi un peu de cause à effet à laquelle je crois, hein, c'est que c'est là où on regarde qu'on va, ou c'est ce qu'on regarde qu'on fait grandir. Et donc, exerçons notre regard sur le monde, sur les événements et sur les autres pour identifier la part de beau, la part de divin, la part de lumineux. Voilà, je crois que c'est finalement une posture de vie que j'applique un peu dans tous les moments. Et pour répondre à ta question, comment je fais pour réenchanter ma vie, je la réenchante pas, mais par contre, j'apprends parce que c'est un apprentissage. J'apprends à chaque instant, c'est-à-dire c'est dans le présent que ça se passe, c'est pas dans la tête, c'est dans la réalité, dans toute l'épaisseur Mmh. de ce qu'on rencontre et de ce qu'on vit. J'apprends à reconnaître la part belle, la part lumineuse, parce qu'elle est présente et Mmh. elle sous-tend, enfin, elle sous-tend tout. Oui. C'est très intéressant parce que, ce que tu dis, reflète aussi, ta pratique poétique, hein. C'est ce que tu nous as expliqué, de réussir par les mots, relier au beau et parfois, ben, si on ne voit pas le beau, bah, peut-être qu'il y a un effort supplémentaire à faire pour le chercher et ça me rappelle une conversation que j'avais eue, avec, une amie, en Angleterre, et vous savez, peut-être si vous y avez déjà été, qu'en Angleterre, le climat n'est pas réputé pour être toujours hyper, hyper ensoleillé. Je viens de Lorraine à la base, on disait la même chose, c'est exactement le même cliché. Et je me souviens une fois de lui avoir dit: «Oh là là, quand même, c'est vraiment gris aujourd'hui, c'est dommage». Et elle m'avait dit: «Mais non, c'est absolument pas dommage parce que justement le gris permet de faire encore plus ressortir toutes les couleurs, par exemple des fleurs». Et juste avec ce changement de regard qui venait pas que de elle, mais d'un essai sur le gris qui a été écrit par G.K. Chesterton, si vous avez envie d'aller, vérifier, mes sources. C'était vraiment assez, inspirant. C'était une vraie confrontation, mais ça nous invitait peut-être, ben, voilà, comme, motif de réenchantement, bah, de changer notre regard. Ça demande un petit peu de travail, surtout quand on n'aime pas trop quand il fait gris, mais ça peut porter ses fruits. Et Thierry, tu nous as beaucoup parlé donc de ce rapport que tu as à la poésie, à chercher le beau et à l'utiliser aussi pour communiquer de la tendresse, de l'amour. Je pense quelque chose dont on a bien besoin dans cette période un petit peu compliquée. C'est aussi quelque chose que tu as pu mettre en pratique dans ta sphère professionnelle, mais aussi personnelle, avec l'économie du don. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que ça vient vraiment illustrer ce que tu nous disais tout à l'heure de d'initiatives comme ça associatives humaines qui t'ont enchanté, qui t'ont inspiré. C'est quoi l'économie du don? Mmh. L'économie du don, c'est plus une pratique qu'un modèle théorique. Ce sont plus des pratiques qui se vivent aujourd'hui de façon individuelle ou collective, et qui part du postulat que plutôt que d'être dans une économie marchande, laquelle économie marchande est fondée sur une réciprocité immédiate et bilatérale. Alors je m'explique, c'est-à-dire je donne à quelqu'un et en retour je reçois tout de suite de la même personne la contrepartie qu'on estime sur une valeur ou sur un prix. Mais en tout cas, j'ai un retour immédiat. La posture du don, elle est complètement différente. Elle part de la logique de chacun de nous. Nous avons un talent, nous avons une richesse, nous avons une contribution à offrir au monde. Si nous vivons dans la confiance que la vie, que la providence, ou que, en tout cas, nous ne manquerons de rien, et que je recevrai ce dont j'ai besoin pour vivre tous mes projets, tout ce qui est important pour moi. À partir du moment où j'enlève cette peur et ce besoin de me rassurer en ayant une réciprocité immédiate, à ce moment-là, je peux vivre dans la posture de dire, moi, ma seule préoccupation, c'est d'offrir le meilleur de ce que j'ai à offrir au monde, et puis je recevrai des autres ce dont j'ai besoin pour pouvoir honorer mes besoins. Euh,
l'économie du don, concrètement, c'est donc cette posture de ne pas vendre mes livres. Alors, au départ, j'ai ressenti cet appel, d'abord parce que j'ai rencontré des personnes inspirantes. Je cite et je rends hommage à Jean-François Noubel, que je cite régulièrement, qui est pour moi un des pionniers, qui a mis en pratique cette expérience du don. Et qui m'a été très percutant. Donc c'était en 2015, hein, je suivais un cycle de formation. Jean-François Noubel était un des formateurs. C'était une rencontre pour moi extrêmement inspirante. Et lorsque j'ai décidé de pouvoir consacrer la moitié de ma vie professionnelle à l'écriture, c'est là où la petite voix intérieure qui m'avait déjà poussé à l'écriture m'a aussi invité à explorer l'économie du don et à vivre l'écriture selon cette posture-là. Donc concrètement, au début, je me suis dit bon, je vais offrir mes droits d'auteur et puis en fait, je suis pas seulement écrivain, mais j'ai au sein de ma société en ressources humaines, j'ai aussi créé une maison d'édition. Alors je mets des guillemets parce que j'ai pas le temps ni les compétences d'une vraie maison d'édition, mais en tout cas, c'est mon entreprise qui édite les livres que j'écris. Et du coup, je suis allé un peu plus loin que simplement offrir les droits d'auteur. Je suis allé jusqu'à offrir les livres, en tout cas à proposer à ce qu'il n'y ait pas de contrepartie immédiate et à proposer non pas ce qu'on appelle faussement du don contre don. Je dis faussement parce que s'il y a un contre-don, c'est plus du don, mais ce que j'appellerais le don et le surdon, c'est-à-dire une chaîne de dons, une abondance de dons, c'est-à-dire de plutôt inviter la personne à qui j'offre le livre d'être en conscience d'abord qu'il y a quelque chose qui a été reçu. Ça veut pas dire quand c'est gratuit, ça veut pas dire que c'est cheap ou que c'est inutile. Bien au contraire, il y a aussi à réapprendre à regarder les choses non pas selon la valeur marchande qu'on en donne, mais à pouvoir rentrer en conscience de ce qu'on reçoit peut être véritablement. Et puis donc inviter la personne à dire je reçois quelque chose, un livre de la part d'un poète et d'une maison d'édition et d'inviter cette personne qui le reçoit à donner elle-même quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre, mais au nom et dans ce lien de conscience avec ce qui a été reçu, donc plutôt à être dans une forme de multiplication des dons plutôt que cette espèce d'annulation, je te donne, tu me redonnes et on est quitte et ça fait partout la balle au centre. Quoi. Voilà. Donc alors ça, c'est ça l'économie du don, c'est ça la posture de l'économie du don. Je dis souvent que le don, c'est en fait un triptyque qui se conjugue en don, abandon et abondance. Là, on entend le poète. Ah, on entend le poète, effectivement, il est pas loin, celui qui aime les mots. Oui, don et abandon, ça va de pair. Je disais tout à l'heure, c'est se remettre dans une confiance totale à la vie ou à la providence, c'est-à-dire de savoir que je ne manquerai de rien et donc de vivre en totale confiance que nous serons gâtés plus qu'il n'en faut et j'en fais l'expérience. Ça fait depuis donc 5 ans maintenant que je suis dans cette vie-là. Sur cette partie écriture, hein, j'ai toujours mon activité en ressources humaines qui reste dans l'économie marchande, mais je peux vraiment témoigner que je n'ai manqué de rien. Je n'ai même pas manqué à ce qui peut-être me faisait le plus peur, c'était pas de manquer financièrement, ou manquer pour m'alimenter ou avoir un toit. Ce qui me faisait presque le plus peur, c'était de manquer à mes devoirs de père, c'est-à-dire être effectivement en responsabilité de ces 4 enfants en études supérieures. J'ai eu beaucoup de petites voix dans mon entourage qui m'ont dit que j'étais juste inconscient et irresponsable de me lancer dans cette aventure de l'économie du don. Je peux vraiment témoigner que je n'ai manqué de rien, il ne manquait de rien, et qu'il y a même eu une forme d'abondance dans le sens où beaucoup d'activités me comblent. Enfin voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Je me sens comblé, c'est-à-dire j'ai toujours à tout moment ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre les inspirations qui sont essentielles pour moi et ce à quoi je me sens appelé à contribuer. Voilà, et l'abondance, c'est ça. Oui, c'est ça l'abondance. Oui, parce que ça mérite à être défini. Mais là, tu parles d'une abondance à la fois dans les biens matériels, mais aussi dans le relationnel. Dans ce que tu dis, je retiens 2 choses qui me frappent et qui, je pense, sont des bonnes sources de réflexion pour moi, pour nous, pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu parles beaucoup de la vie avec un grand V, la providence avec un grand P. Tu dis un petit peu, c'est vers ça qu'on doit mettre notre confiance, qu'on doit tourner notre confiance quand on se dit, on ne manquera de rien. Le lendemain se
de lui-même, je peux faire confiance à aujourd'hui, j'aurai dans le futur. C'est quand même une posture assez choquante en fait. Je crois Mmh. pas qu'on soit tous habitués à se dire j'ai pas besoin d'amasser, de prévoir, d'épargner ou je sais pas quoi. Je peux aussi juste faire confiance, go with the flow, tout va bien se passer. Et en fait, je me dis probablement que ça vient de ta posture spirituelle. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, doit nous poser question. Où est-ce qu'on va placer notre confiance? Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance? Parce que dans ton triptyque, il y a abandon qui est loin d'être agréable et qui, Mmh. je pense, est peut-être la partie de ce changement de vie radical la moins glamour. Et en fait, ça nous remet face à notre vision du monde et où est-ce qu'on va chercher la confiance. Donc une Mmh. première chose, cette réflexion sur où on va mettre la confiance. Est-ce que ça s'appelle la vie, la providence, Dieu et si oui, c'est qui? Peut-être que je laisse ça en point d'interrogation pour ceux qui nous écoutent. Et puis cette autre chose dont tu parles, c'est que dans tout changement de vie finalement, eh ben il y a aussi les aspects un peu négatifs, les incompréhensions autour et le fait en fait de devoir se positionner pour peut-être aller jusqu'au bout de quelque chose où on ne sait pas jusqu'où ça va aller exactement, mais c'est peut-être un beau témoignage voilà pour ceux qui seraient inspirés par Elizabeth Gilbert. Elle a, tout le monde a rêvé de changer de vie, elle a osé, ou par Thierry Lemoine, il a aussi osé. Et ben voilà, dans cette comment dire démarche de changement de vie, bah il y a aussi des aspects un petit peu plus flippants peut-être. Mais aujourd'hui, tu les abordes avec le sourire. Bah oui, je déborde avec le sourire. Euh, Ça a été une période très très initiatique. Enfin, je peux rentrer, donner quelques points de repère. Hein. À la fois, ça passe par des choses extrêmement simples, et puis à la fois, ça passe par des épreuves au sens plein du terme. Hein. Si on est sur l'étymologie du mot épreuve, c'est un mot qui est magnifique, hein, parce que ça veut dire prouver par l'extérieur et révéler aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous par un événement extérieur. Les choses très simples. Ma première décision, j'ai eu deux décisions assez simples et radicales en même temps. Ça a été la première, c'était tout bête, hein, mais c'était d'arrêter de faire mes comptes. Euh, voilà, c'était un sport que je pratiquais 2 fois par mois. C'était d'éplucher tous mes comptes, mes relevés bancaires, de faire des beaux tableaux croisés dynamiques sur Excel pour vérifier par rapport aux Oh, différents j'ai postes jamais réussi à budgétaires. faire ça moi. Ouais, alors moi j'étais un ceinture noire de toute cette question budgétaire, mais en fait tous les mois c'était bête parce que ma conclusion c'était de dire bon ok, j'ai mon tableau qui me dit comment j'allais dépenser en termes de santé, de loisirs, d'enfants, d'école, de machin, de trucs, etc. Par rapport à ce que j'avais imaginé, et puis tous les mois je vérifiais plus, moins, machin, etc. Et puis en fait la conclusion c'est juste que la vie, quand on a besoin de dépenser les choses, on les dépense et puis c'est tout. Enfin bref, en tout cas. Au lieu de me raccrocher tous les mois à cette espèce de truc de sport dont j'avais hérité en bonne gestion de père de famille, de pouvoir vérifier qu'il n'y avait pas de dérives, etc. Ma première décision, c'était d'arrêter de faire mes comptes. Ok. Donc Alors aujourd'hui, je je te sais. coupe juste Ouais, là. ouais. Peut-être qu'il y en a parmi celles et ceux qui nous écoutent qui sont hyper inspirés et qui se disent c'est génial, à partir de maintenant je vais arrêter de faire mes comptes. Moi Thierry, il faut que tu me dises l'inverse, moi il faut que j'apprenne à les faire. Donc on n'en est pas D'accord, tous au ok. même Eh niveau, ben mais super. mais quand même, c'est inspirant. Non, mais c'est super, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous non plus le même héritage par rapport à ça. C'est ça. Et c'est chouette que tu puisses vivre dans cette forme de spontanéité, parce que c'est déjà un endroit de confiance. Hein. De lâcher le contrôle, c'est déjà un endroit de confiance, et de se dire que de toutes les façons, les dépenses que je fais, elles sont ordonnées à quelque chose. Donc, soit ce quelque chose, il est bon, il est sain de pouvoir le faire, et auquel cas, bah, il n'y a pas de question à se poser, j'aurai l'argent pour le faire. Soit c'est quelque chose qui n'est pas au service de qui je suis, et puis à un moment, bon, c'est pour répondre à une addiction ou compenser, je sais pas quoi, il y aura d'autres choses qui se poseront, mais par définition, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de se laisser vivre aussi. Et donc voilà. Donc première décision concrète, c'était ça, arrêter de faire les comptes. Euh, et je peux vraiment dire aujourd'hui, je sais pas d'où vient l'argent, mais je sais que j'ai de l'argent sur mon compte parce que quand même de temps en temps je fais des virements, des machins, des trucs, etc. Enfin voilà, donc je vois bien qu'il y a toujours de l'argent et puis ça va bien, quoi, donc c'est super. Euh,
La deuxième décision que j'ai prise à cette époque-là aussi, c'était suite à la séparation d'avec mon ex-femme, la maman de mes enfants, après 20 ans de mariage, et il y avait, j'avais un peu d'argent sur mon compte à ce moment-là. On avait un compte joint familial, et puis j'avais un petit compte personnel aussi pour mes propres dépenses. Et en fait, j'ai pris aussi la décision de dire, je fais moite-moite avec mon ancienne femme. Voilà, juste pour dire, je redonne cette partie-là de cet argent que j'ai, et qui pourra toujours lui servir. Et moi, c'est aussi un acte de foi et de confiance. Donc, on en vient à cette question d'abandon, que de dire, au lieu de garder une forme de sécurité, de croire que ma sécurité, elle vient de ces quelques chiffres qu'il y a sur une ligne électronique, sur un compte en banque quelque part, je sais pas où, c'est juste de dire, ok, ma confiance, elle est ailleurs, et j'ai pas besoin de ça, quoi, pour l'avoir. Donc, alors j'ai pas grand chose non plus, donc voilà, mais symboliquement, de donner la moitié, c'est aussi une forme de liberté que je me suis offert finalement, parce que la liberté, elle vient à partir du moment où on met sa confiance au bon endroit, et le bon endroit, c'est à l'intérieur de moi, et c'est en la vie. Enfin, la vie est à l'intérieur et à l'extérieur de moi, quoi, comme Dieu du reste. Hein, voilà, donc c'est deux petites décisions très concrètes. J'ai pris une troisième petite décision très concrète aussi, qui est en lien avec l'économie du don, qui est en lien avec une posture de confiance aussi, et puis avec un regard sur la vie. En fait, le regard sur la vie, c'est un moment, j'ai pris conscience que, contrairement à ce que j'avais cru, qu'on m'avait enseigné, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais le contraire de l'amour, c'est la peur. Et d'essayer de démasquer ou d'être en lucidité sur tous les gestes que nous pouvons faire au quotidien, toutes les décisions ou tous les actes que nous posons, qui sont régis par un contexte de peur plutôt que par une logique d'amour. Et donc, il y en a un que je faisais tous les jours, et qui était plutôt un réflexe de peur ou de protection. C'est celui de fermer ma maison à clé. Euh, voilà, et en fait, dans cette même dynamique, j'ai pris la décision, donc j'ai pas de clé chez moi, en fait, hein. C'est toujours ouvert, de jour comme de nuit, même quand je pars 15 jours en vacances. Enfin, voilà, parce qu'il y a quelque chose de Waouh! l'ordre de dire, est-ce que je fais confiance à 3 centimètres de métal dans un pas de porte, voilà, ou est-ce que je fais confiance en la vie, que quoi qu'il arrive, de toutes les façons, il n'y a pas de drame, quoi, c'est pas un souci. Et ouais, je me souviens même, quand j'ai pris cette décision-là, il y a quelque chose qui était de l'ordre de dire, mais voilà, même si je me fais cambrioler demain, c'est comme si d'abord, ce que j'ai chez moi, ça m'appartient pas vraiment. J'en aurais plus tout de suite l'utilisation, dont acte. Il y a comme si c'était déjà donné par avance, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, Voilà. donc là, on peut voir que quand notre cher poète, responsable RH, entrepreneur et entreteneur de mots, Thierry, quand il nous parle de l'économie du don, il rigole pas en fait. Hein, il fait ça jusqu'au bout. Hein, c'est pas, c'est pas que des grands discours. C'est ouf. Moi, j'ai du mal à m'imaginer ne pas fermer chez moi. Euh, Mmh. mais voilà, ça pose question. Pousser la Ouais. confiance jusqu'au bout. Ouais, et bienvenue à regarder les peurs qu'on peut avoir encore, hein. Ce sport de pas fermer ma maison, je sens que parfois je suis invité à faire la même chose avec ma voiture, pas fermer ma voiture. Alors, c'est un sport que je pratique pas complètement ceinture noire, et c'est tant mieux aussi. C'est-à-dire que quand j'ai des choses, genre mon ordinateur qui est un peu toute ma vie professionnelle qui est dedans, quand j'ai mon ordinateur dans la voiture, je ferme la voiture à clé. Ok, bienvenue. Il y a encore des peurs, il y a encore des choses à accueillir. Le tout, c'est pas, enfin, je parle de sport de ceinture noire, mais en fait, c'est pas un sport, c'est plutôt une détente, et c'est plutôt quelque chose autour de ça, et prendre conscience que on est un peu tendu, un peu crispé, un peu dans la peur. C'est déjà magnifique juste d'en prendre conscience. C'est la première étape, et puis c'est de s'accueillir tel qu'on est, et puis après, c'est de regarder comment je peux faire autrement sans se faire de mal, quoi, hein. Comment ça fait expérimenter une fois de ne pas fermer sa maison, Léa, parce que tu m'en parles, juste de regarder, parce qu'en fait, l'expérience, ça permet de rentrer en conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, elle est où cette peur, et à partir du moment où je mets des mots, où je mets de la lumière et de la conscience sur une peur que je peux avoir,
laisser la porte ouverte à ce qu'on puisse appeler autre chose que la peur, et qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la confiance, qui s'appelle l'abandon, qui s'appelle voilà, toute cette force de vie qui nous appelle tous, quoi. Donc déjà être en conscience et laisser frémir la peur et la ressentir en osant des petits pas d'inconfort, c'est déjà magnifique, et bienvenue à cette peur. Elle a quelque chose à nous dire, et bienvenue pour faire autrement si on peut, quoi. Ça ressemble à une belle conclusion, c'est un beau mot de la fin. Bienvenue à cette peur parce qu'elle a quelque chose à nous dire, et bienvenue à cette peur parce qu'on peut apprendre à faire autrement. Et je trouve ça particulièrement intéressant finalement de ramener ça à vraiment quelque chose de très concret qui s'est passé, qui justement génère de la peur. Les attentats de 2015 qui t'ont fait prendre conscience de ça et développer une activité de rapport au monde, de recherche du beau dans l'écriture et la poésie. Et puis tout ce développement associatif dans l'économie du don. Tu vas aussi, tu participes à un projet d'écolieu pour aller encore plus loin dans cette quête du partage, de la confiance, de aussi la vie en communauté, avec ce que ça a de parfois un petit peu difficile et défiant. Mais en tout cas, j'espère que pour les auditeurs et auditrices qui nous auront écoutés en prenant le bus ou en coupant les carottes, que vous aurez été inspirés, défiés. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc, Thierry, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te lire et d'en apprendre un petit peu plus sur les mots que tu mets sur les mots? Oui, alors on peut me retrouver dans les étoiles déjà, par le cœur, mais sinon plus pratiquement, ah oui, les étoiles, c'est le pays du beau, c'est le pays c'est le pays sublime où on est tous connectés et reliés quelque part. Mais de façon plus pragmatique, il y a un site internet qui permet aussi de regarder comment je décline la poésie, puis les différents recueils et publications. C'est tout simplement thierry-lemoine.org, voilà, qui permet ou si vous tapez sur Google Thierry Lemoine poète, vous retrouverez le site de toutes les façons. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient quelle était la route vers les étoiles, apparemment, Voilà. www.thierry-lemoine.org, c'est une bonne manière d'y aller. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup Thierry pour cet Merci, échange, Léa. vraiment très 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 intéressant et inspirant. Donc, on arrive à la fin de cet épisode et on arrive aussi à la fin de la saison. Et oui, dans la saison 4 de Sagesse et Morito, on a exploré tout un tas de thèmes, la recherche de la vérité, les différentes croyances, des questions écologiques et sanitaires, les féminismes et luttes idéologiques. Et on a eu pour toutes ces questions des invités de marque, experts et expertes dans leur domaine. Et voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, et ben on arrive à la fin de cette saison, mais ne vous inquiétez pas, Sagesse et Morito revient avec la saison 5, disponible à partir de l'automne. En attendant, restez connectés parce que on vous réserve quelques petites surprises vidéo et audio. Donc, n'hésitez pas à rester connectés à la chaîne Imago Dei pour suivre avec nous le contenu exclusif. J'en profite pour dire un grand merci à nos sponsors, notamment Linda, John et Nirina, qui nous soutiennent financièrement pour ce podcast. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir dans notre production de podcast, rendez-vous sur Tipeee et Patreon dans les liens en dessous de la vidéo YouTube. Merci à chacune et chacun et à bientôt. Générique. It is like a finger pointing away to the moon.